Salut! Coucou, donc moi c'est Noémie. On s'est peut-être vu l'année dernière. Et là, avec moi pour aujourd'hui, c'est Emilien. Donc on va parler en fait des mythes et puis en fait de tout leur impact en fait qu'ils peuvent encore avoir aujourd'hui. Donc voilà, ici aujourd'hui c'est le principe d'une discussion. Donc moi j'aime bien quand c'est interactif. Donc si vous voulez donner votre avis, voilà, vous partagez, il y a le chat à côté et vous nous dites ce que vous voulez. Moi, écoutez, moi je vous donne libre arbitre. Après peut-être on va vous censurer, mais moi je vous dis exprimez-vous, laissez libre cours à votre imagination et ce que vous voyez. Et donc aujourd'hui on va aborder donc deux mythes, donc le mythe de la boîte de Pandore et celui de Sisyphe. Donc bon, pour replacer un peu Pandore, hein, voilà, on va pas vous retaper tout le truc, toute l'histoire, etc. Mais c'est un peu cette idée, donc c'est la première femme de l'humanité, et on lui a donné plein d'attributs, dont la curiosité. Et on lui a donné une boîte, et on lui a dit, il ne faut pas ouvrir cette boîte.
Sauf que forcément, quand on a la curiosité, on a envie d'ouvrir la boîte. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a libéré tous les maux, les malheurs de l'univers, de l'être humain sur Terre. Et donc voilà, on va voir un peu comment ce mythe, en fait, peut encore avoir un impact en fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste pour illustrer, il y a une œuvre de John William Waterhouse, qui illustre très bien en fait cette idée de curiosité. On voit en fait, donc là vous pouvez le voir, on voit Pandore en fait en train d'ouvrir un petit peu la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le parallèle direct qu'on peut faire entre Pandore et Ève, donc aussi la première femme, qui a cédé à la tentation, et donc avec la pomme. Et donc là, c'est cette première femme qui est un peu cette idée de cause de la création, mais aussi la destruction. C'est elle qui est à l'origine de tout. En fait, c'est la femme qui est à l'origine de tout, du bien comme du mal. Et donc là, juste pour vous montrer une autre petite œuvre, c'est de Kundera, ou Dira. Donc on voit la tentation, en fait, avec Ève. Donc je sais pas si vous allez la voir. Je regarde en même temps que vous, comme ça. Non, elle n'est pas là. La deuxième œuvre, s'il vous plaît. Comme ça, les gens, ils savent de quoi on parle. Non? Ah bah ok, d'accord, moi ça a bugué. Tout à l'heure, je me vois. Bon, écoutez, apparemment, vous voyez des choses que je ne vois pas. Et donc voilà, c'est les œuvres là. Et j'aimais bien, en fait, dans ces deux œuvres, cette expression. Donc voilà. Et en fait, c'est ça l'idée de la curiosité. Comment, en fait, la curiosité, encore aujourd'hui, et en fait, on la retrouve, en fait, c'est un peu le propre de l'homme. Donc, je sais pas si tu vois, c'est ce que je te dis, ça t'évoque des trucs. Ah si, évidemment. Je pense même que tu as bien raison quand tu dis que c'est le propre de l'homme, parce que je dirais même, c'est un des traits principaux qui définissent l'homme, c'est la découverte de l'inconnu, par la science, par l'exploration, par tous ces domaines-là. Je dirais même que l'inconnu, c'est ce qui provoque, ce qui déclenche les émotions les plus fortes chez l'homme. Je vais prendre un exemple qui me touche moi. Quand j'étais plus jeune, il y a eu une époque, maintenant elle est bien révolue, où je connaissais rien aux jeux vidéo. Et quand vraiment j'ai commencé pour la première fois à découvrir tout ce monde, l'informatique, etc., je me rappelle quand j'étais petit sur ma DS, pardon, c'était vraiment quelque chose de fantastique. Et cette sensation de découverte, à la fois elle est incroyable et à la fois elle est incroyablement triste, parce que c'est quelque chose qui peut arriver qu'une fois. C'est-à-dire que une fois qu'on a découvert quelque chose, on peut difficilement, à moins de l'oublier, le redécouvrir. Et d'un côté, c'est ça qui rend la sensation aussi forte, je pense. C'est vraiment ce côté première fois qui a un attrait particulièrement fort, je pense, pour l'être humain de manière générale. Ouais, mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, cet aspect de première fois et de la curiosité, en soi, je suppose qu'on pourrait le redécouvrir autrement. Tu vois, là, l'exemple que tu as donné avec les jeux vidéo, ça me fait penser un peu, tu vois, cette curiosité aussi qui serait un petit peu, tu vois, malsaine, dans le sens où, vous savez, il y a toutes les recommandations Peggy, machin, etc. Et souvent, même quand on est enfant, on a envie de jouer aux jeux auxquels on n'a pas le droit, qui ne sont pas de notre âge. Parce qu'on a envie de voir, de savoir ce qui se passe dedans, même si au final, c'est pour se faire traumatiser. Mais en soi, et je l'ai vu avec, que ce soit moi ou avec mes frères et sœurs, il y a en mode, ouais, on va, en fait, je ne dis à personne et tout, on va prendre, j'ai pris un truc, c'est machin 16 et tout. Et juste pour voir, en fait, qu'est-ce qui se passe dedans. Donc, je suppose que même si, en fait, à chaque fois, il y a des types d'expériences, à un moment donné, c'est une découverte, et bien, il y a toujours un nouvel aspect qui fait que tu redécouvres, en fait. Tu vois ? Je suis pas sûr de saisir. Je pense que si j'ai bien compris, ce que tu voulais dire, c'est qu'en gros, la découverte, l'inconnu, la curiosité, ça peut aussi être quelque chose de négatif. Après, là, si on reprend Pandore, elle a été négative, dans le sens où, quoique, est-ce que c'est vraiment négatif? Mais c'est ça qui donne la valeur à la vie. C'est que maintenant, il y a tous ces mots, mais en soi, là, ça a vraiment libéré les malheurs de l'homme, en fait. La mort, la maladie, etc., qu'il n'y avait pas sur Terre. Donc...
D'un côté, je pense que ça reste... ça va être terrible ce que je dis, mais je pense que ça reste une bonne chose. Là, on part un peu dans le philosophique, mais... parce que je pense que si on n'a pas de vrai challenge, si on n'a pas de vraies difficultés, si jamais on ne sait pas ce que c'est, entre guillemets, de manquer de quelque chose, on peut pas ressentir de vrai bonheur. Et ça, c'est un truc aussi qui est dommage avec l'être humain, c'est qu'on a une mémoire qui est vachement courte. Et on a souvent du mal, je pense, à apprécier les choses simples de la vie. Et c'est en partie lié au fait que on est en Occident et on vit de manière extrêmement confortable. Et du coup, quand on n'a pas vraiment de difficultés, ça empêche d'apprécier les choses à leur juste valeur, je pense. Je suppose, oui. Quand on est né avec, par exemple, je vais prendre l'exemple de nos amis grecs qui ont écrit ce mythe de Pandore. Aujourd'hui, j'imagine que si on larguait un grec, il serait soit de deux réactions différentes, soit il serait totalement réactionnaire, ce qui est le cas encore aujourd'hui d'une certaine catégorie de la population qui est opposée à la découverte, au changement, etc. Ou alors il serait totalement émerveillé. Et cet émerveillement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en fait, et c'est lié à notre nature. On s'émerveille plus d'Internet, des téléphones, du chauffage, alors que si on mettait quelqu'un qui a vécu sans dans ce milieu, il serait émerveillé, je pense, de manière permanente par tout ce qu'il voit autour de lui. Mais tu vois, je me dis quand même que c'est ça, avec le propre de la curiosité, c'est que même si tu peux dire que tu as découvert des choses, il y a toujours un petit élan justement qui va te pousser vers un peu plus, tu vois, en mode qu'est-ce que je peux apprendre de plus, qu'est-ce que je peux découvrir de plus, et ça peut être de façon très positive, en mode en apprendre plus sur soi, etc., ou de façon morbide, parce qu'on peut le voir, moi à chaque fois, par exemple, quand je lis les faits divers, par exemple, alors les faits divers, tu as une ribambelle de situations différentes, et des fois, tu as des cas très extrêmes de gens qui ont dit qu'ils ont commis certains crimes par curiosité. Ils avaient aucune intention malsaine, même si, je pense que l'autre personne n'a pas trop kiffé, mais c'est que, et leur seule raison, c'est, je voulais voir comment ça fait, j'étais curieux. Et je pense que même si, en soi, on peut toujours redécouvrir, on peut toujours aller se dire, qu'est-ce que ça fait si je fais ça ? Qu'est-ce que ça fait, par exemple, même un truc débile, genre mes frères et sœurs en mode, qu'est-ce que ça fait si je reste éveillé là pendant 48 heures ? C'est un petit peu débile comme raisonnement, tu vois, mais pour ça, ils sont pourquoi pas, tu vois ? Ou qu'est-ce que ça fait ? Non, mais vraiment, je te donne un exemple, vraiment. Voilà, mon frère, un de mes frères, vous savez, si vous avez des frères et sœurs, vous allez vous retrouver là-dedans, mais des choses un peu stupides qu'ils peuvent faire. En gros, c'est dit, qu'est-ce que ça fait si je teste des spaghettis avec de la confiture ? Écoute, t'as des idées, c'est bien de tester dans la vie. Et au final, ça fait toute une ribambelle de curiosité, comme quoi. Donc avec la confiture, c'est bon, mais pas vraiment avec la compote. Voilà, ça fait tout un panel de découvertes. Et j'en ai des histoires comme ça où on a découvert des choses comme les toiles d'araignée, c'est pas très bon. Mais donc voilà, il y a toujours cette curiosité. Et puis je pense que c'est ça, on aime se mettre des challenges aussi, tu vois, en mode... Des challenges, je sais pas, mais je te rejoins sur la curiosité. Je pense que... En fait, il y a cette sorte de quête de la curiosité de manière générale où je pense qu'on ne peut pas redécouvrir quelque chose, mais qu'on peut continuer à découvrir d'autres choses différentes. Et je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et là, je vais prendre un exemple qui parlera peut-être à beaucoup d'auditeurs. Je pense qu'une des raisons, ou peut-être même la raison, qui fait que... la nuit, au lieu de dormir, on est à 3h du mat' en train de scroll sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. C'est on cherche justement la curiosité, on cherche la nouveauté, on cherche un truc qui nous surprendra. Et en général, on a du mal à le trouver. C'est pour ça qu'on est là comme des cons à 3h du mat', au lieu de dormir. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pourrais rebondir sur tout un versant psychologique, mais là, ça serait plus dans le truc de Pandore, parce qu'il y a des effets, en fait, au niveau psychologique de pourquoi on fait ça, bref. Mais oui, c'est intéressant, mais comment dire mince, attends, je suis en train de le perdre. Tu t'as dit un truc, je me suis dit, waouh! Et puis là, attends, c'est vide. Alors, attends. Donc, la curiosité,
c'est bien, mais parfois c'est mal. Ouais, non, mais en fait, vous voyez que je suis en train de parler parce que j'essaye de retrouver mon fil de pensée et que je ne sais pas du tout ce que j'étais en train de dire. Mais t'as parlé du fait que oui, on reste la nuit. Écoute, on reste éveillé la nuit. On reste éveillé la nuit, mais qu'est-ce qu'il y a à la recherche de curiosité. À la recherche de curiosité. À la curiosité. recherche de cette sensation de découverte. Sensation de découverte. Bon, mon interlocuteur s'est largué. Hein, mais... Je sais pas. Pourtant, j'avais une idée. Je me suis dit, waouh, ouf, ce qu'il dit. Et là, écoutez, excusez-moi, je m'en souviens plus. Donc ouais, la curiosité. Mais bah, après, vous savez, il y a toute cette expression. Je sais pas si elle se dit en français. La curiosity killed the cat. Le fait que, en gros, bon, après, il y a toute une... Mais après, enfin, il s'est découvert, etc. Je sais pas si on dit ça en français. La curiosité est un vilain défaut. Ouais, est un vilain défaut, mais... C'est pas exactement le même proverbe, mais c'est la même signification. Oui, mais après, tu vois, par exemple, si on prend la situation de Pandore, combien de personnes, et ça, c'est vraiment... c'est même étudié psychologiquement avec les enfants. C'est très intéressant, d'ailleurs, ça fait toujours rire, les études un peu psychologiques avec les enfants, les expériences, parce qu'on les met dans une pièce... Et on dit, il y a une boîte là, une boîte secrète, etc. Mais tu vas pas regarder dedans. Une bonne partie des personnes vont être là en mode, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Il pourrait y avoir, et surtout avec les enfants, c'est très intéressant, parce que justement, on va leur dire, faut absolument, on leur met plein de jouets, il faut absolument pas que tu touches à ça. Si tu touches pas à ça, tu auras une récompense. Et même des fois, le fait d'avoir une récompense, c'est pas assez. Et donc, ça reste là, comme il y a quelque chose qui est là en mode, tin, 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 la curiosité, elle est là, elle dit... Mais moi, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Et même des fois, enfin, et même des fois, justement, c'est pour ça aussi, parce qu'on sait que les enfants, par exemple, de nature, sont curieux, veulent toujours aller plus loin. Et des fois, on va créer des petits trucs. Non, mais si tu fais ça, il y a un méchant qui va arriver, etc. Pour créer une peur, en fait. Pour freiner cet élan de curiosité, il faut qu'on aille vers la découverte. Mais en soi, si là, vraiment, on nous dit, là, on serait dans la pièce, là, les personnes, là, on dit, là, dans le placard, il y a un truc là-bas, mais il ne faut pas que vous allez regarder. Même si on peut se dire, on peut faire abstraction une fois qu'on est, quand on est adulte, etc. Mais il y aura quand même cette idée de... Il y a quoi là-bas ? Je pense que c'est parce que l'enfant en nous ne meurt jamais vraiment. Et je pense que la curiosité fait partie de notre nature. Et un des trucs qui fait que, même si tu disais ça, je pense que j'irais tout de suite ouvrir le placard. C'est que je pense aussi, on est, de manière générale, on est incapable de se projeter. Et, on a beau nous dire ce qui va se passer. C'est difficile d'imaginer concrètement ce qui va nous arriver et du coup c'est difficile de résister à la tentation tout simplement. Mais parce que ça ouvre le champ des possibilités en fait. Lorsque tu sais pas ce qu'il y a derrière quelque chose, tu peux dire que ça peut être tout et n'importe quoi. Et même d'ailleurs j'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et c'est une vidéo, c'est une fille, elle est dans les toilettes et il y a un bouton rouge comme ça sur le mur à côté du miroir et ça fait appuie sur le bouton, qu'est-ce que tu as à perdre ? En soi, les possibilités, il peut arriver beaucoup de choses en appuyant sur un gros bouton rouge. Et donc elle a appuyé, et il y a eu une lumière disco et elle a dansé. C'est rigolo, mais en soi, franchement, si on pense à toutes les possibilités, ils peuvent se passer beaucoup de choses si tu appuies sur ce bouton. Et là, justement, c'est cette curiosité de qu'est-ce que j'ai à perdre ? Ou qu'est-ce qui peut se passer ? Alors qu'en soi, ça aurait pu, je sais pas, peut-être pas être aussi agréable. Je sais pas si ce choix est uniquement motivé par la curiosité, je dirais bon alors là je suis dans l'idée que je me fais de la personne moyenne. Je me dis que l'envie de justement de curiosité, de découverte, de rajouter un peu de piquant dans son quotidien, ça doit jouer pas mal aussi, l'envie de sortir d'une certaine forme de routine. Et puis d'un côté il y a l'idée rassurante que je veux dire, en appuyant sur un bouton rouge, planqué ou mis dans les toilettes, je veux dire, il ne peut pas se passer grand-chose de terrible. On est en France. D'un côté, il y a ton subconscient qui vient te rassurer. Il sait que c'est très peu probable qu'il se passe quelque chose de vraiment... justement, c'est peut-être ça, en fait. Cette illusion de... Ça peut pas être terrible. Parce que regarde, Pandore, elle a dû se dire, ça peut pas être si grave ce qu'il y a là-dedans. Tu vois ? Elle allait ouvrir la boîte. Alors je peux comprendre, mais en ouvrant une boîte, j'ai rarement libéré tous les maux de l'homme. Oui, mais comment dire, c'est sûr que c'est pas ce qui arrive dans le quotidien. Mais je sais pas moi, imagine, tu vois par exemple un truc dans les séries. Dans les séries, ils aiment bien faire qu'il y a quelque chose qui est caché et c'est une bombe qui est dedans. Oui. Tu vois ? Oui. Tu es en mode là, je dis pas que ça arrive, c'est sûr que heureusement que ça arrive pas tous les jours que tu ouvres des trucs et il y a des bombes. Mais en soi, il y a cette possibilité. Tout ce champ de possibilités, peut-être cette illusion de... en soi, ça peut...
en soi, tu vois, ou peut-être cet espoir que ça va être quelque chose de positif quand tu vas vers cette curiosité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, j'ai pensé à un truc. Naïf. J'ai pensé à un truc, tu vois, quand t'as dit oui, le piquant et tout, et ben je sais pas pourquoi ça m'a refait penser au confinement, ou le fait que vraiment les tout premiers où il y avait les mesures, on n'avait pas le droit de sortir. Et pourtant, il y en a, ils essayaient de sortir pas parce que il y en a forcément pour braver les lois, etc. Mais en mode, qu'est-ce que ça fait si je me retrouve dehors? Qu'est-ce qu'on fait? C'était ça. Il y en a, et vraiment, même j'ai des amis en mode, ouais, mais si là je vais dehors, qu'est-ce qui se passe? Et ben, il y en a, je suis allée voir et tout, il s'est rien passé, j'ai pas vu de flic, il y avait personne, etc. Tu vois, donc il y a quand même cette idée d'un peu de... Qu'est-ce qui se passe si je le fais? Ouais, bah c'est la curiosité. Tu vois, donc cette curiosité, là encore... C'est pour ça que j'aime beaucoup le mythe de Pandore, parce que je trouve qu'en fait, il est toujours présent, en fait, parce que c'est vraiment... Et c'est pour ça que ces caractéristiques, c'est ça qu'on retient d'elle, parce qu'on lui a donné la beauté, etc. Elle a plein de caractéristiques, mais ce qu'on va retenir, c'est vraiment cette curiosité. Et c'est vraiment ce qui va définir, en fait, ce qui va rester d'elle et ce qui va définir le propre de l'homme, le fait d'être en recherche comme ça, d'être en recherche continue, et que ça, c'est réutilisé. Et on peut le voir d'ailleurs, que ce soit dans le folklore, dans l'art, donc justement, on vous a montré des œuvres où c'est réutilisé, etc. Mais ça peut être aussi dans des effets du quotidien. Parce qu'à un moment, donc, on en reparlait tout à l'heure, et donc on va vous en parler, que justement, en fait, des fois, dans l'actualité, par exemple, si on prend, par exemple, l'affaire qu'il y a eu avec Wikileaks, ou donc, avec Julian, c'est quoi encore son nom de famille? Assange, merci, je suis en train de faire un anagramme. Donc, juste, par contre, j'ai juste pas d'image, hein. Je vois pas ce que vous faites... Ok, c'est bon, parce que moi c'est bugué, je ne vois rien. Je ne vois pas le chat ni rien. Donc, merci à Twitch. Donc voilà. Donc voilà, en fait, il y a vraiment cette idée que dans l'actualité, il y a eu des personnes en fait qui ont voulu justement révéler en fait, en mode il se passe des choses derrière dont personne n'est au courant. Et il y a cette idée de on va vous révéler au public. Et ça crée justement des dynamiques très très différentes entre le gouvernement qui dit il faut absolument le taire et la population qui est là en mode libérer Julian, etc. Enfin, nous, on veut savoir quels sont les secrets, on veut savoir qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe en soum-soum, qu'est-ce qui se passe caché comme ça, qui tire les ficelles. Et ça, c'est un truc même dans l'actualité, qu'une fois qu'on a allumé la petite flamme de la curiosité comme quoi, il y a quelque chose ici, et bien les gens sont là, on veut en savoir plus en fait. On veut savoir qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer. Donc il y a ça qu'on retrouve... Moi je sais pas, je dirais que cette flamme elle s'éteint quand même. Tu vois. Bon? C'est-à-dire que, par exemple, l'affaire dont tu viens de parler là, on en a entendu parler un certain temps, et puis petit à petit quand c'est devenu entre guillemets... quand il y a eu moins d'éléments sur l'affaire, etc., quand il n'y a plus cet apport de nouveautés, cet apport de choses pour répondre à notre soif de curiosité, et les médias se sont tus à son sujet parce que il y avait plus de nouveautés, plus grand chose à dire. Et c'est un peu triste, mais c'est la même chose pour l'Ukraine. Il me semble que c'était il y a pas longtemps, il y a quelques jours, la semaine dernière. Il y a eu une sorte de point mort un peu dans le conflit où les choses bougeaient pas trop. Et les médias en ont profité pour reparler sur le Covid parce qu'il n'y avait plus d'actualité, plus de nouveautés sur l'Ukraine. Et quand il n'y a plus de nouveautés, les gens ne sont pas attirés tout simplement. Parce que je pense que ça fait... si on reprend Pandore, c'est un peu le même effet. Une fois que la boîte elle est ouverte et que c'est parti, ça l'a intéressé sur le coup. Une fois que c'est parti, c'est parti, l'information, enfin, tu vois, elle n'est pas en train de regarder en mode dans la boîte pendant des heures. Et je pense que c'est la même chose avec l'actualité et comment, et les choses du quotidien. C'est que une fois que ça a piqué ta curiosité, soit c'est toi qui vas chercher à l'alimenter, sinon, hop, tu sais l'attention. Et c'est comme avec les enfants un peu. Et c'est ça. Et en soi, c'est vraiment un système qui est réutilisé de façon générale de comment piquer la curiosité, l'envie, à chaque fois, renouveler, pour que les gens ils viennent s'intéresser à nouveau. Phénomène de mode, voilà, aussi, de manière générale. En mode comment... C'est un cycle, en fait. Quand il y a la curiosité, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient l'alimenter, ça fait une boucle qui continue. Si là... Faudrait... Je sais même pas, d'ailleurs, s'il y a une suite. Parce qu'à chaque fois, moi, quand je regardais le mythe de Pandore, je voyais donc tout le début de comment c'est arrivé, etc., pourquoi elle a eu la boîte, etc. Mais une fois qu'elle est ouverte, après, le fait que c'est elle qui a libéré les mots sur Terre. Je ne sais pas si d'ailleurs, si vous avez plus d'informations, mais là, sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé après pour elle, en fait?
Une fois, parce qu'on a les œuvres d'art, qui nous montrent que voilà, elle a fait ci, elle a fait ça, mais une fois que ça a été libéré. Bah, je pense que le fait que nous deux, on soit pas au courant alors qu'on a fait des recherches sur l'œuvre, c'est sûrement lié au fait que les personnes qui ont écrit là, ou la personne, ont considéré que le point important, c'était l'ouverture de la boîte et pas forcément le après. Enfin, j'ai envie de dire, c'était les Grecs, donc pour eux, l'après, c'était peut-être simplement la vie de tous les jours. C'était le monde, c'était les mots dans le monde, les mots au quotidien. Pour eux, ils étaient d'une certaine manière la suite de leur histoire, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais qu'elle fait partie de leur mythologie. Ce point de vue, oui, c'est très intéressant, dans le sens où, au final, en gros, c'est elle qui a créé le quotidien, en fait. C'est elle qui a créé le... Ouais, je veux dire, ils s'inscrivent dans la continuité de leur mythe, vu qu'ils étaient croyants. Donc, d'une certaine manière, voilà. C'est elle qui aurait instauré, justement, le cycle qu'on retrouve chez l'homme, le cycle de vie. À la manière dont les chrétiens pensent descendre d'Adam et Ève, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en soi, après Adam et Ève, justement, il y a toute cette histoire avec l'homme. Donc, c'est vrai que c'est intéressant par rapport à ça. Et je sais qu'après, par exemple, justement, je ne sais pas si vous avez des exemples, mais je sais que les mythes, ça peut être réutilisé dans beaucoup de choses. Et moi, je sais que, vu que j'adore les légendes urbaines, enfin, je suis une grosse flippette, je déteste les films d'horreur, mais bizarrement, les légendes urbaines, etc., les trucs qui font un peu peur, j'aime beaucoup lire. Et justement, en fait, ce mythe, il est un peu repris dans des légendes urbaines. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, vous avez... Par exemple, au Japon, il y a des légendes avec les yokai, les esprits, etc. Mais aussi, en fait, ils ont tout un versant de légendes donc, urbaines qui viennent de personnes. Donc, c'est eux qui disent raconter leur histoire. Et en fait, ça devient vraiment des légendes en mode un esprit qui est associé. Et donc, par rapport au mythe de Pandore, il y aurait une légende. Donc, c'est la boîte Kotoribako. Donc, vous voyez, en fait, c'est une boîte, c'est un puzzle. Et en fait, il y aurait... Ok, voilà. Donc là, vous pouvez voir, donc voilà, il y a différents, des boîtes, vous savez, voilà, il y a une façon de l'ouvrir, etc. Et en fait, ces boîtes, en fait, elles seraient porteuses de malédictions. Et apparemment, donc, il y en aurait qui existent, et donc les malédictions vont varier en fonction du nombre de personnes qui ont été sacrifiées pour faire cette boîte, et ça peut être très spécifique. Et donc là, la première fois que il y a eu cette légende qui a été partagée, parce qu'en gros, en fait, c'était une malédiction qui touchait uniquement celles qui pouvaient porter des enfants, donc, mettre au monde à un enfant. Et en fait, justement, en fait, c'est des amis, et voilà, ils se sont tombés sur la boîte parce que, faut lire l'histoire. Et en gros, il doit faire un exorcisme parce que, justement, vu qu'elle a essayé d'ouvrir la boîte, et en fait, elle allait, faire exploser en fait toute la malédiction sur toutes les personnes qui peuvent avoir des enfants. Donc voilà, c'est cette idée un peu à chaque fois qu'on retrouve même actuelle, parce qu'elle est vraiment ces légendes urbaines, c'est des choses qui datent de... C'est dans les dernières années, il y en a, c'est des dizaines d'années, vingtaines d'années, etc. Mais qui deviennent tellement populaires qu'ils sont en mode, c'est comme un fait, quoi. Donc, et donc, on a cette boîte, là, comme ça, et là, la différence qui serait avec Pandore, c'est que Pandore, ça a été créé par la divinité, cette boîte. Alors que là, c'est vraiment une boîte créée par l'homme qui recèle, en fait, le malheur, la malédiction, mais c'est créé par l'homme pour nuire à l'homme. Donc bon, c'est une autre polarité, c'est peut-être pas... Mais il y a cette idée qu'on retrouve, même dans les légendes, et encore d'actualité, que ce soit comme on disait avec Émilien, un peu dans tous les jours, etc., on peut retrouver les effets de la boîte de Pandore, ou vraiment des légendes, où c'est réutilisé en fait cette boîte, quoi. Que vraiment, comme si, voilà, c'est cette idée de secret aussi. Et tu vois, maintenant que j'en parle, je sais pas si ça va t'évoquer quelque chose, mais je suppose qu'en fait, on a tous un peu une boîte de Pandore, tu vois. Une partie de nous, une boîte que les gens, qu'on va garder secret parce qu'on sait qu'il y a... Je dis pas qu'on est tous... on détient tous des trucs de fous, hein, c'est pas ça l'idée, hein, mais des petites choses de notre histoire qui font qu'on garde comme ça dans une boîte. Et vous pouvez avoir des gens qui vont peut-être capter ça et qui vont essayer de creuser, de voir... Je sais pas, imaginons dans une conversation et tu dis un petit truc en mode oui, je sais pas, dans mon enfance ça, enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus, je vais être là en mode qu'est-ce qui... Et tu vois, je vais quand même essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu vois.
Donc, bon, là, je pense qu'on est plutôt sur le syndrome de l'étudiante en psy. Là, parce que oui, effectivement, on a tous des secrets. Après, voilà, j'ai envie de dire, j'ai pas forcément envie d'aller essayer de décortiquer chaque personne que je rencontre. Mais ça t'est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un, il mentionne un truc et tu te dis en mode c'est quoi l'idée derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais assez rarement, parce que en général, à moins d'être vraiment extrêmement perspicace, si quelqu'un balance quelque chose du genre à part une fois dans mon enfance de manière sombre et mystérieuse, en général, c'est qu'il nous invite à aller fouiller. Hein. Bah oui, mais justement, c'est ça, tu vois. Est-ce que c'est pas un jeu de... Tu vois, au final, parce que c'est ça, pourquoi lui avoir donné... Tu vois, c'est un peu ça aussi l'idée de Pandore. Pourquoi lui avoir donné une boîte en lui la dotant de curiosité et en lui disant de ne pas aller voir? Tu vois, c'est comme si... C'est limite une invitation, en fait. Alors après, pour l'histoire des personnes, je dirais ça dépend un peu du contexte. C'est-à-dire que faut avoir envie de creuser. Hein. Si c'est quelque chose qui potentiellement m'intéresse, pourquoi pas. Mais si c'est une personne dont je me fous... oui, non, désolé, je dis les termes, mais... C'est pas l'idée. Des fois, je ne mords pas à l'hameçon. C'est plus dans le sens pas forcément d'être invité à parler, mais c'est cette idée que je pense qu'on recèle tous notre boîte de Pandore. Pas forcément, je dis pas que c'est des secrets de ouf, hein, je dis pas, voilà, tout le monde a tué, je sais pas, quelqu'un ou je sais pas quoi, mais que voilà, des petits trucs qu'on garde et qu'on n'a pas forcément envie que les gens découvrent et que les autres peuvent être intrigués par ça, juste, et sans forcément le savoir, rien que le fait que quand tu t'intéresses à quelqu'un en soi, c'est que tu veux... Moi, je pense que... Comment dire, notre boîte de Pandore, les secrets dont on n'a vraiment pas envie de parler, je pense qu'on doit tous en avoir vraiment deux ou trois, bon, je vais continuer à appeler ça des secrets, hein, deux ou trois secrets dont on a vraiment jamais parlé, qu'on a même jamais, enfin on en a jamais parlé à voix haute ou etc. Ou vraiment peut-être 1-2 personnes dans le monde sont au courant, et je pense que ce genre de secrets-là seront jamais découverts, entre guillemets, de notre vivant, à moins de faire un truc dramatique sur notre lit de mort, ou etc. Parce que justement, c'est des choses vu qu'on a vraiment pas envie que ces secrets soient découverts, c'est des choses que personne ne peut découvrir de manière normale, entre guillemets, à moins qu'on l'y aide. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que rien ne laisserait présumer ce genre de choses de la part de la personne. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens ce que j'ai dit. Oui, ça fait beaucoup de sens, et dans le sens aussi que là, exactement ce que j'ai dit, vu qu'il a dit qu'on a tous des secrets, maintenant j'ai envie de dire, alors Emilia, qu'est-ce qu'il va nous balancer? Non mais vas-y, c'est bon. Je vais balancer rien du tout. On est entre nous, c'est non, bon, non. Petits trucs. Effectivement, on est entre nous deux. Bon, je regarde le chat depuis tout à l'heure, je vois qu'il n'y a pas de commentaires, donc à mon avis, nos quelques spectateurs, ils sont dans la pièce en train de nous filmer. Mais c'est pas pour ça que je vais me mettre à raconter l'histoire de ma vie. Je sais, je vais devoir trouver un truc là. Non mais tu vois, il nous faut du contenu là pour essayer de nous faire bannir encore une fois cette année. Donc... j'ai envie de dire, t'as l'air d'être spécialiste dans le domaine, donc je vais te laisser ma place. Oh là là. Mais oui, mais en tout cas, voilà, peut-être que si, tu vois, les spectateurs, ils sont en mode curiosité de quelle est la vie d'Emilia. Mais passons. Je suis un homme sombre et mystérieux. Hein. C'est bien connu. On va passer en mode analyse. Mais bon, mais c'est... Voilà, je trouve que, tu vois, il y a cette idée de curiosité qui reste. Et que, bon, même si c'est vrai qu'on n'aura pas accès à tout, et ben tu vois, ça me fait penser à... tu vois, même dans la culture... comment on dirait ça? Culture populaire, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu quelques années... je te l'avais mentionné vite fait, mais par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu quelques années, il y a eu un élan, un essor d'émissions type Petit secret entre voisins, ou La vie de je sais pas quoi, etc. Il y a eu vraiment énormément d'émissions là-dessus. Et cette idée qu'en fait, à chaque fois, il y a une sorte de gros secret dans une famille, et les gens, et c'est vraiment, ça a marché, ça a vraiment marché. Je ne sais pas si ça se diffuse encore, mais je sais que vraiment, il y a plusieurs années, il y avait énormément d'émissions qui sortaient comme ça.
et toujours en mode... et justement, on va pas dire que vous regardiez ça pour le talent d'acteur, mais c'est plus cette idée que y a un secret, il y a un truc qui se passe et qu'il faut qu'on sache. Et vu qu'en plus là, je pense que c'était alimenté parce qu'il disait que c'était basé d'histoires réelles. Et donc je pense que ça... Par rapport à la fiction de base, où forcément la fiction, on va aussi alimenter la curiosité, qui est le tueur, qui a fait ça, etc. Là, l'idée que c'est la vie de quelqu'un là qu'on est en train de raconter, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont pu faire et tout. Donc je pense que ça aussi, c'est pour ça qu'il y a certaines choses comme ça qui marchent bien. Parce que les gens, ils sont là, je veux savoir les secrets. Bah oui, j'ai envie de dire le drama. Hein. Ouais. Le drama, on utilise le mot. Ouais, c'est ça. C'est quels sont les secrets, les histoires, machin a dit ça à truc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qui d'autre est impliqué, tout ça. Ça joue sur la curiosité, mais j'aimerais prendre un exemple. Là, c'est limite un petit, un petit spot de prévention non officielle. Okay. Un exemple vachement d'actualité, je trouve. Il y a pas mal de publicités en ce moment sur YouTube, je pense, qui en gros promettent souvent de faire de l'argent rapidement, facilement, sans compétences, etc. Évidemment, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais en général, c'est assez bien réalisé. D'ailleurs, c'est même étonnant que ce genre de pub soit autorisé à être diffusé. Il faudrait qu'il y ait des lois là-dessus. Et il y a un autre genre de pub aussi qui revient souvent. Et c'est des pubs qui vont parler de choses assez générales concernant le mal-être. Se sentir fatigué, avoir l'impression de ne pas réussir dans ce qu'on entreprend, etc. Vraiment des symptômes extrêmement généraux. Et pendant plusieurs minutes, ils vont parler d'un secret. C'est le mot qu'ils utilisent en général. Et ils vont sortir un truc qui sort de nulle part, en disant que c'est un chercheur français qui a retrouvé ça dans des traités philosophiques d'Asie antique, un truc dans le genre, un truc exotique, parce que ça aussi, ça attire. Et pendant 3 ou 4 minutes, ils vont dire que voilà, c'est vraiment le secret qui résout tous les problèmes de ta vie. Une fois que tu le sais, tu es au courant, etc. Et ils abusent, ils essayent justement, ils attisent la curiosité. Et en général, à la fin de la vidéo, ils ont parlé pour ne rien dire, juste pour attiser la curiosité. Et on reçoit un lien vers un site où il faut payer 500 balles pour s'inscrire à une formation ou je sais pas quoi. Et, une arnaque, quoi, classique. Ouais. Et du coup, voilà, et je trouve ça assez intéressant la manière dont vraiment ils essayent d'attiser cette curiosité et d'abuser un peu de notre nature. Et voilà, je sais pas si c'est le cas de personnes dans le chat qui ont déjà vu ce genre de pub, mais c'est important de rester vigilant par rapport à ça, parce que comme on l'a dit, la curiosité c'est aussi quelque chose de négatif et quelque chose qui est exploitable. Ouais, c'est vrai, exploitable, c'est vrai. Mais justement, ce que tu as dit avec les vidéos, en soi ils le font même avec des liens sur les articles. Des fois je lis des articles, ça peut être même sur des sites, et puis tu vois, alors, vous ne croirez pas à vos yeux, ce secret machin pour perdre de la graisse en 2 jours, etc. Oui, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est... On attise en mode qu'est-ce que c'est que ce secret, qu'est-ce que c'est cette méthode miracle, cette boisson miracle, et donc il y a ça. Et donc coucou à ceux qui arrivent dans le chat, et vu que donc Papa Gnoméo, c'est un peu la méta YouTube aussi. Il y a eu une méta comme ça, les titres en all caps, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, on les connaît, je pense notamment à Squeezie, respect à Squeezie. Donc les histoires d'horreur là, avec les miniatures incroyables, enfin bref. Oui, c'est ça, c'est dans tous les cas. C'est un peu la... attirer la curiosité des gens. Oui, bah oui, c'est... Ah, attendez, on a des commentaires. Alors, en fait, il y a des lois contre ça. Le problème, c'est qu'il manque de gens et de volonté pour les faire appliquer. Ah, je savais même pas qu'il y avait des lois contre ça. Effectivement, c'est fortement possible. Parce qu'il y a vraiment une recrudescence de pub. Bah, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et après, donc oui, c'est de la grosse merde, ces genres de vidéos. Oui, bah voilà, ça saoule tout le monde. Mais franchement, maintenant qu'ils sont devenus obligatoires. Mais bon, on est en train de digresser un petit peu. On en profite, dédicace à la personne qui a dit qu'il fallait 2 pubs avant chaque vidéo sur YouTube. On le remercie. Je suis sûr qu'on le remercie tous. Mais bon, voilà, voilà. Dans tous les cas, on joue sur la curiosité et on joue sur le fait que, justement, on aime savoir les petits secrets, les petites informations. Donc, je sais pas si toi, tu as des choses à rajouter sur Pandore, parce que sinon, je me dis, on peut aller vers Sisyphe, en mode philosophique. Oui, effectivement. Je dirais qu'on pourrait peut-être faire le lien entre la curiosité, le piment dans le quotidien et Sisyphe. Ça peut être une passerelle, je pense. Ouais. Parce que là où Pandore, justement, en ouvrant la boîte, entre guillemets, elle change un peu les choses. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être te laisser présenter le mythe de Sisyphe, histoire que les gens soient pas largués. Alors donc, je pense que, voilà, si vous ne connaissez pas, c'est une image très répandue. Si vous avez ce visuel d'un homme qui pousse un gros caillou
sur une montagne. Et donc voilà, sans revenir sur toute son histoire, si on reprend l'essentiel, c'est qu'il a été puni en fait, une punition divine à répéter de façon éternelle, où en gros il doit pousser un rocher sur une montagne, il doit pousser, et en fait, inlassablement, inévitablement, le rocher va soit tomber de l'autre côté, soit retomber de là où il est venu. Donc, et là, je vois qu'il y a un problème. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ils ont le son. Ok, bah. Du coup, je vais faire la petite passerelle. Ouais. Ce serait l'interprétation qui permettrait de faire le lien entre les deux. Ce serait d'interpréter le fait de pousser le rocher jusqu'en haut de la montagne comme le quotidien. Ouais. Et d'une certaine sorte, le quotidien, c'est la routine. La routine, c'est peut-être plus péjoratif et réaliste. Ça peut être vraiment quelque chose d'épuisant, de fatigant, de répétitif. Ouais. Et la seule, entre guillemets, manière de briser un peu ce cercle, c'est la nouveauté, c'est l'inconnu, c'est la curiosité. C'est vrai. D'ailleurs, tu vois, par rapport à ce que tu dis, il y a deux œuvres que j'ai trouvées, je trouvais, qui représentaient bien, en fait, ce fait d'être brisé, un peu dans un cercle, pris en fait dans un cycle qui se répète sans fin. Donc il y a une œuvre, c'est la Ronde de Sisyphe de Gérard Bécu, je sais pas comment ça se prononce son nom de famille. Donc en gros voilà, c'est une sculpture que vous allez voir. Et je trouvais que par rapport à d'autres représentations, celle-là j'aimais bien parce que justement il y avait cette idée de cycle sans fin en fait, parce que vous allez trouver d'autres représentations où on voit juste une pente et qui pousse, mais en soi il y a des extrémités. Et même si le but c'est de cette idée de répétition, et là, lorsque c'est un segment coupé, il pourrait y avoir cette idée de, ça va, à un moment, peut-être un jour, la boule, elle va sortir du cadre. Alors que là, en fait, dans ce cercle, voilà, ça se répète. Et il y a une autre œuvre qui est exactement ce que tu disais par rapport à la routine, c'est de Garcin, donc c'est un jour ordinaire, où en fait, ça montre vraiment le quotidien, les gens qui sont pris dans leur boucle, en fait, du quotidien et qui tournent en rond. En fait, c'est un peu cette idée de métro boulot dodo qu'on répète un assemblement et vraiment en fait il y a cette idée de perte de sens en fait, de pourquoi on fait ça tous les jours, pourquoi on répète. Et je sais pas si vous pouvez absolument partager vos expériences si vous en avez. Je vais vous donner un exemple. Je sais pas si je peux je vais pas citer le magasin, mais voilà, j'ai travaillé dans un magasin de vêtements et dont certains où c'est vraiment du travail extrêmement répétitif, où on me demandait de plier des pyjamas, sauf qu'au moment où je finissais de plier et reposer, une personne me le prenait des mains pour le déplier. Et donc je faisais ça pendant des heures et des heures. Et au bout d'un moment, vous êtes là en mode... même vraiment, des fois j'étais sur la table de pliage, et une personne vient et le déplie. Et je suis là en mode... Mais à quoi ça sert en fait que je me saoule à plier et replier vraiment, et tu tournes autour et tu plies et au moment où tu poses, d'autres personnes, parce que forcément c'est des magasins où il y a du monde, donc d'autres personnes viennent et déplient et vous avez le manager, oui, allez vas-y, continue de plier. Et vous êtes là vraiment au bout d'un moment en train de vous dire mais pourquoi je fais ça, on a qu'à laisser en bordel, ils vont de toute façon ils vont les prendre. Vous voyez, et c'est vraiment pas une critique du boulot là, etc. C'est vraiment à ce moment-là la tâche là. Et après moi j'ai fait mon petit challenge, je me suis dit je vais plier encore plus vite, comme ça les gens ils auront pas le temps. En mode mon rendement sera plus élevé que leur vitesse de dépliage. Comme ça mais c'est ça en fait. Mais c'est vraiment à ce moment-là et quand justement je devais préparer ça, j'ai pensé pour la tâche de Sisyphe à ça. Je me suis dit mais c'est vraiment en mode ça c'est une tâche, tu pousses la boule et puis ça retombe. Et sauf qu'en plus Sisyphe lui il est pas payé, il doit recommencer ça tous les jours. Moi j'ai eu la chance de pouvoir arrêter. Donc on va dire c'est ça l'avantage. Mais voilà, ça... Ouais, dans ce cas, je vais peut-être partager la mienne. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé de ça, c'était un boulot d'été que j'avais fait l'année dernière où, alors pour ceux qui ne savent pas, les routes, en fait, c'est dans le goudron, il y a des gravillons, en fait, et on appelle ça, en gros, le goudron, c'est de l'enrobé, ce mélange. Et j'ai travaillé dans un labo d'échantillons. Et en fait, on me ramenait des barquettes en métal remplies de différentes tailles de cailloux extraits donc des usines, des carrières, etc.
Et mon boulot, c'était 8 heures par jour de les tamiser à travers différents tamis, 10, 15 en fonction de la taille de l'échantillon. Et à chaque fois sur la feuille, de noter le poids qui était passé à travers qui n'était pas passé justement à travers les tamis. Et en gros, ça permet de contrôler la qualité de la production, les réglages des machines, etc. Moi, en soi, ça changeait rien à mon taf qui était juste de tamiser sans cesse pendant 8 heures avec un masque en plastique à filtre. Enfin bref, donc évidemment, je dirais pas que j'ai gardé une expérience fantastique de ce boulot parce que c'est pas ce que je qualifierais d'enrichissant. Et je pense aussi que ce qui fait que c'est rendu pénible, c'est justement cette impression que ce qu'on fait, d'une certaine manière, ne sert à rien. C'est-à-dire que, toi, c'était le cas vu que les gens dépliaient les habits. Moi, vu que j'avais pas vraiment la finalité de mon travail, c'est-à-dire que moi, je faisais juste remonter les fiches de résultats à ma hiérarchie, il n'y a pas vraiment de satisfaction de savoir que ce qu'on fait a des conséquences. Et au final, chaque matin, quand on vient, on a de nouveau plus d'échantillons. On a juste l'impression de ce retour au point de départ qui fait que, on a l'impression de faire quelque chose, entre guillemets, d'inutile. Alors que c'est pas le cas, mais ça, on nous le montre pas. Donc ça rend la tâche d'autant plus pénible. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est même une thématique qu'on retrouve beaucoup dans l'art de façon générale et c'est ce qui va caractériser l'absurde. C'est la perte de sens. En fait, que ce qui se passe, on sait pas pourquoi ça arrive et on sait pas pourquoi. Quel est le but, quelle est la finalité en fait de ce qui arrive. Et je trouve que ce qui représente bien ce mythe et qui est encore d'actualité et qu'on va retrouver, vous allez voir plein d'œuvres, que ce soit dans les pièces de théâtre, etc. Et de façon générale, en fait, l'être humain n'aime pas quand il n'y a pas de sens. Vous allez voir que tout ce qu'on fait, en fait, on essaie de trouver une explication de s'il se passe un accident ou même la météo, etc. Pourquoi ça arrive ? Parce qu'il faut qu'il y ait une sorte de raisonnement logique, de raisonnement. On n'a pas des discours complètement insensés et on se dit, voilà, ainsi soit-il. Non, en général, on aime savoir quel est le sens. Et justement, c'est ça qui est intéressant aussi, et ce qui a été repris. Après, si on prend Albert Camus, mais parce qu'il a étudié justement le mythe de Sisyphe. Et lui, par contre, il disait que Sisyphe était heureux. Et qu'en soi, en fait, c'est un peu la condition de l'homme, que dans tous les cas, tous les jours de notre vie, notre existence, même si on n'est pas forcément dans une tâche métro, boulot, dodo, etc., tous les jours, on va faire des tâches, en fait, et on ne sait pas tout de suite. Tu vois, t'es pas tout le temps dans la perspective de qu'est-ce que ça va être le rendement dans une semaine, 10 ans, etc. Il y a des choses que tu fais là tout de suite parce que voilà, c'est ton quotidien. Et c'est un peu ça le propre de l'homme, c'est qu'au final, tu répètes quelque chose. Alors là, on a un commentaire donc que ce sont les personnes âgées à lever ou laver en 5 minutes ou des élèves handicapés accompagnés sans moyens, sans reconnaissance dans un environnement non adapté, ça devient dramatique. Bon, ça, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'en plus, je travaille aussi avec des personnes handicapées, personnes âgées, etc. Et même le fait de ne pas avoir un environnement adapté, il y a des tâches, c'est répétitif parce qu'on se dit, mais... des fois... Et sauf que là, ce qui est intéressant dans cette situation-là, c'est que des fois, en fait, il y aurait une solution. C'est même pas dans le sens, ça sert à rien, etc. C'est qu'en fait, là, c'est l'environnement qui n'est pas adapté et que forcément, quand on est dans un environnement qui n'est pas adapté, en fait, tu as l'impression que tu fais un truc qui n'a aucun sens, tu vois. Au-delà de l'environnement, je dirais aussi que, de manière générale, ce genre de tâche, ça peut être rempli par une machine, en extrapolant un peu. Et tout ce genre de tâches, je dirais, c'est beaucoup moins d'actualité, mais bosser sur les chaînes de montage, etc., c'est des tâches qui ont été attribuées aux machines parce que justement, c'est répétitif, qu'il n'y a pas ce renouveau. Et que du coup, forcément, c'est moins attractif pour l'homme, ça ne nous plaît pas, on n'a pas envie de les faire. Et voilà, il n'y a pas d'apport. Et je vois qu'il y a un autre commentaire. Non, c'est pour dire qu'après, il y aura d'autres trucs. Mais ouais, non, mais c'est vrai que je pense que le point majeur, c'est vraiment cette perte de sens. Et il y a des auteurs de l'absurde qui l'ont bien relevé. Ou des fois, par exemple, je ne sais pas s'il y a certaines pièces de théâtre qui vont commencer
exactement comment elles vont se terminer. Enfin, qui vont se terminer exactement. En fait, comme si c'était une sorte de cycle ou d'autres œuvres, en fait, où il se passe rien. Où il se passe rien, ou d'autres. Même, il y en avait une que j'avais beaucoup aimée, c'était de Kafka, La Métamorphose. Et donc, en soi, vous ne comprenez pas pourquoi la situation. Donc, sans vous spoiler tout le truc, c'est qu'en gros, le mec, il se transforme en insecte géant. Et vous êtes là en mode, vous avez toute l'histoire, mais vous n'avez aucune explication de pourquoi c'est arrivé. Et c'est des choses qui, en soi, des fois, vous laissent perplexe, parce que c'est non, mais quel était le but ? Quel était le sens, en fait, de pourquoi c'est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est ça, en fait, je crois que j'avais, je sais pas si je l'ai là, je crois que j'avais une citation que j'aimais bien. Sous l'éclairage mortel de ses destinées, l'inutilité apparaît. C'était par rapport justement à Sisyphe, comme quoi, en fait, il y a une destinée toute tracée. Et qu'en fait, au bout d'un moment, quand on peut prendre le recul, en fait, de réfléchir, et je pense que c'est peut-être ça qui arrive peut-être à Sisyphe. Une fois que le moment, peut-être la fraction de seconde où la boule, elle retombe, en mode « Et pourquoi ?» Parce que peut-être que pendant qu'il pousse, il s'en rend pas compte. Mais tu vois, il y a peut-être ce moment, c'est juste cette fraction de... Tu vois ? Je pense que c'est ça aussi, des fois, dans les activités du quotidien. Il y a des choses, des fois, t'es tellement dedans, tu vois, imagine ton boulot, là. T'es pas tout le temps en train de te dire « Punaise, pourquoi je fais ça ?» Tu vois, il y a des moments, non, t'étais tout le temps, punaise, ça doit être les 8 heures les plus longues de sa vie. Je vais juste dire que l'été a été long. Mais non, moi je voulais plutôt revenir par rapport à l'absurde, parce que je suis pas forcément d'accord avec ce que tu as dit, et par extension du coup avec les auteurs de l'absurde, parce que je pars du principe que quelque chose ne peut pas perdre son sens s'il n'y en a jamais eu, en fait. Parce que pour moi, de manière générale, tout est absurde. C'est-à-dire que, je vais déjà commencer au niveau 1, on va dire. La vie, la nature, les lois qui régissent notre monde, elles sont comme ça. Ça n'a pas forcément de sens. Ça a un sens, entre guillemets, pour nous, parce qu'on est né à l'intérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que la nature humaine, etc., ça n'a pas de sens. C'est des choses... gravées dans le marbre, je veux dire l'eau bout à 100 degrés, c'est des choses qui sont comme ça, et puis c'est tout. Et on est là, on vit, et c'est tout, quoi. C'est la nature, c'est l'univers, ça a pas forcément de sens, en tout cas pas à notre échelle d'humain. On n'arrive pas à trouver de sens à ça, parce que voilà, on existe, et le sens, c'est à nous de... et ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est pas à nous de trouver le sens, notamment je pense au sens de notre vie. C'est à nous de le créer, parce que c'est quelque chose, en fait le sens c'est quelque chose pour moi de subjectif. Et personne est capable d'apporter une réponse à ces questions, notamment le sens de la vie, qui nous correspondent vraiment. C'est-à-dire que le sens de la vie, on va pas le découvrir en regardant justement une des pubs là de 4 minutes sur internet qui va t'expliquer le secret qui résoudra tous tes problèmes. Ta vie n'a pas de sens, tu peux lui en trouver un, mais uniquement par rapport à ce que tu penses est un sens. C'était très bien. Bizarre ce que j'ai dit. Non, moi j'ai adoré t'écouter. Et de manière générale, bon là je vais sortir ma casquette Jean-Michel pessimiste. Je pense que ce qu'on fait n'a pas de sens au sein de l'univers, parce que, comme je l'ai dit, l'être humain a une mémoire extrêmement courte. Si vous êtes quelqu'un de connu, du genre, je sais pas, Michael Jackson, vous serez oublié dans 1000 ans. Si vous êtes une personne lambda, vos arrière-petits-enfants ou vos arrière-arrière-petits-enfants ont déjà oublié que vous existiez. Toutes les traces qu'on laissera finiront par être oubliées, et de manière générale, je pense qu'avec les limites qu'on a aujourd'hui, les limites scientifiques, notamment de la vitesse à laquelle on peut voyager dans l'espace. D'ailleurs, une des théories de l'espace, c'est que au bout d'un moment, il ne restera plus que les trous noirs, parce que les étoiles finissent par s'éteindre. Donc, je pense que peu importe l'importance qu'on prendra à l'échelle humaine, l'humanité finira par disparaître, tout le monde oubliera qu'elle existe, et c'est comme si... Enfin, voilà. Donc, on ne laissera pas de marque durable à une échelle universelle. L'univers, le grand truc. Et donc, de manière générale, ce qu'on fait ici n'a aucun sens. Voilà. Alors, je vais rebondir, c'est très intéressant, mais j'espère que ça ne vous a pas complètement déprimé. Je vois
Je vois un Isaac dans le chat, je suis désolé. Oui, donc là, là on est parti, je me suis dit, wouh, et après c'était là, wouh, comment on a descendu dans le négatif. Mais en soi, c'est vrai, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que le fait que rien n'a de sens, mais tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure et ce dont on discutait, c'est qu'en fait, l'être humain veut mettre du sens. Tu vois, dans le sens où, on essaye quand même si il n'y a aucune. Tu vois, ces lois, etc., on essaie quand même de trouver, tu vois, le pourquoi du comment. Et qu'en soi, même si rien n'a de sens, on est là, on est dans cette boucle, on ne sait pas, et qu'au final, rien ne laisse de traces. Et justement, c'est pour ça, les gens, dans un sens aussi, mais j'en ai marre de ce dans un sens, d'une certaine façon, voilà, je varie mon vocabulaire, d'une certaine façon, vont essayer de laisser une trace. Et même si, tu pourrais dire, c'est inutile, parce que dans tous les cas, dans le temps, etc., mais quand même, en mode, qu'est-ce que je peux faire? Donc je pense qu'il y a... C'est ça, tu vois, cette dualité, dans le sens où... On va oublier dans le sens, mais vous avez compris. Dans la mesure où... Vous avez vu comme je suis... J'ai un vocabulaire riche. Alors là, dans la mesure où rien n'a de sens, pourtant, on cherche à y mettre du sens. Et donc... Et voilà, on finira par être oublié et pourtant on cherche à laisser. J'ai essayé de ramener. Et pourtant on cherche à laisser une trace. J'ai essayé de ramener le truc un petit peu pour que ce soit neutre. D'un côté, c'est triste, mais c'est aussi beau à la fois. C'est la grande tragédie de l'humanité. Voilà. J'ai envie de dire. Et là, je vais reprendre on va repartir sur un truc un peu plus positif. Je vais prendre l'exemple des jeux vidéo, puisque c'est un exemple qui me parle beaucoup. Quelque chose que j'ai aussi beaucoup envié par exemple, des protagonistes de jeux vidéo, c'est le fait de ne pas avoir le choix. C'est-à-dire que je vais prendre par exemple l'orientation. Si je ne sais pas combien de personnes ça touche, des problèmes d'orientation, de ne pas trop savoir ce qu'on va faire plus tard, l'avenir. C'est un problème qui est, je le trouve, extrêmement compliqué, notamment parce qu'en fait, on a beaucoup de choix à l'époque. Et d'une certaine manière, le fait de ne pas avoir le choix, comme Sisyphe, d'être condamné à faire quelque chose, c'est à la fois une malédiction et une bénédiction, parce que Sisyphe n'a pas à se poser toutes ces questions. Ouais, exactement. Comme par exemple, je vais le comparer à un paysan au Moyen-Âge, n'avait pas à se poser la question de qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie. Son destin était entre guillemets tout tracé en fait. Et même si c'est pour que ça se termine, je ne sais pas, par sa mort, quelque chose de négatif, au final, il y a je sais pas, ce confort de ne pas être obligé de chercher un sens, d'avoir un chemin tout tracé et de pouvoir le prendre sans forcément être assailli par des doutes ou... Bah, c'est dans un sens aussi pour ça que... Dans un sens, il est là, il est toujours là, de retour. Mais oui, hein, le sens là, enfin bref. Bon, là, pour l'instant, le sens, il tourne en rond. Ouais, pour l'instant, j'ai pas d'autres mots là, c'est bon, moi j'arrive à ma limite. Donc, ce que disait Camus, que justement, Sisyphe était heureux, parce qu'il y a cette idée que, au final, il a une tâche, et il faut qu'il se concentre à fond sur cette tâche, en fait. C'est ça, cette idée de, voilà, on est dans un chemin, et donc... on n'a pas besoin de réfléchir. Ouais, on a juste à pousser le caillou, super bien. C'est dur de réfléchir. Ouais. Enfin, donc ouais, voilà... Ce côté, des fois, c'est juste bien de ne pas avoir la responsabilité. Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant. J'avais lu quelque chose là-dessus il y a un moment. Une des choses qui fait que quand on est enfant et jeune, on accepte entre guillemets, la domination parentale, c'est parce que du coup, ça nous permet de déléguer beaucoup de choses sur les parents. Par exemple, notamment la prise de décision qui est quelque chose avec qui tout le monde n'est pas à l'aise et un certain poids sur les épaules. Et voilà, c'est pour ça que aussi les gens des fois se plaignent beaucoup sans forcément agir. C'est parce que agir, prendre des décisions, faire quelque chose de concret, c'est beaucoup plus compliqué qu'entre guillemets rester dans ce confort qu'on a du quotidien, du connu. C'est un peu la dualité entre le confort d'être dans son bain, dans quelque chose qu'on connaît, quelque chose dans lequel on est à l'aise, et la sensation grisante de la découverte, de la nouveauté, mais du coup aussi de la prise de risque, de l'inconnu. Voilà.
on va peut-être finir justement sur une dernière remarque. C'est que justement, mais Sisyphe est en enfer, condamné par Zeus. Quand il pousse son caillou, c'est pas la vie. Mais dans un sens, après, on se dit par rapport à cet enfer, enfin, il est littéralement pas impacté par tout le reste. Enfin, s'il est en enfer, enfin, il a juste à pousser son caillou. Donc voilà, c'est bon. Après, on dirait, c'est vrai que c'est pas terrible comme situation. Après, aussi, mais bon, aussi, voilà, on est dans l'interprétation, voilà, on est dans l'extrapolation aussi. On essaie de voir comment on peut s'approprier la chose. On est dans la quête du sens, hein, j'ai envie de dire, de l'œuvre. On lui donne un sens. Voilà, mais en tout cas, je sais pas. En tout cas, je trouve que on a dit de ces trucs. On a bien réfléchi ensemble. Merci de votre participation. J'espère que je suis encore là vendredi. J'ai pas encore été bannie, mais ça ne serait tardé. Et donc, on pourra se voir très bientôt avec 2 autres mythes qu'on va pouvoir interpréter. Merci beaucoup. Ciao, ciao et bonne...